Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis le coordonnateur de l'ISUP et je vais modérer cette manifestation en ligne. Notre intervenante pour aujourd'hui est Giovanna Campello. Elle est chef de la section prévention, traitement et réadaptation de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Giovanna va nous parler des faits saillants du rapport mondial sur les drogues 2023 de l'ONU-DC. Il s'agit d'un travail extraordinaire qui met l'accent sur la complexité du phénomène. Cela ne nous donne pas uniquement une perspective mondiale et un aperçu de ce qui se passe sur le plan mondial, mais cela permet également d'encourager le dialogue et les réponses aux questions. La présentation s'est faite en ligne pour essayer de simplifier l'expérience des utilisateurs. Avant de commencer le webinaire, je voudrais vous donner quelques informations pour faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience possible. D'abord, l'interprétation est disponible en espagnol et en français. Vous pouvez accéder à l'interprétation en regardant la fenêtre de chat. Vous verrez l'information et le lien. Si vous souhaitez avoir l'interprétation en français ou en espagnol, vous aurez l'information sur le chat. Vous pouvez également écrire des questions sur l'interface du webinaire. Ces questions seront recueillies et on y répondra à la fin de la séance dans le cadre de la session questions-réponses. Vous pourrez également accéder au webinaire après la manifestation et le certificat sera disponible en ligne jusqu'à 24 heures après le webinaire. À présent, je vais donner la parole à notre intervenante Giovanna Campello qui a une expérience de plus de 25 ans auprès de l'ONU-DC et elle travaille en matière d'amélioration de la réponse à l'utilisation des drogues. Elle procure également des faits basés sur les faits. Elle a contribué au rapport mondial de 2023. Elle a contribué également à la deuxième mise à jour du rapport en 2018. Depuis 2016, Giovanna est responsable où elle est chef de la section de prévention, traitement et réadaptation. Elle est experte en matière de prévention de l'utilisation de la drogue, en matière de réhabilitation. Elle travaille également sur la question critique du recours aux médicaments sous contrôle. Giovanna, merci d'être avec nous. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous les collègues de l'ISUP et tous les collègues qui se joignent à nous. Merci de votre participation et merci de m'avoir donné l'occasion de perpétuer la tradition qui a débuté l'année dernière. Et c'est là une opportunité pour moi pour parler du travail fait par mes collègues au niveau du département de la recherche et de l'analyse. En effet, une quantité énorme de données a été analysée et j'aimerais beaucoup reconnaître le fait que je suis là et que je fais cette présentation parce que je fais partie de ce réseau, mais c'est un travail de groupe et je vous présente des données qui, je l'espère, permettront d'informer et de soutenir notre travail conjoint en matière de prévention et de traitement. Permettez-moi, après avoir dit cela, de vérifier le temps qui m'est imparti afin de ne pas être trop longue. Et je vais essayer de partager mon écran avec vous. Je ne sais pas si vous voyez les diapositives, je ne les vois pas et par conséquent, j'en appelle à votre patience. Alors, j'espère que vous voyez les diapositives. Si vous les voyez pas, prière de me notifier. J'ai divisé cette présentation en trois grandes parties. D'abord, nous avons les développements généraux.
où je mentionne les informations générales et les points généraux découlant de l'analyse du rapport mondial sur les drogues de 2023. Ensuite, nous avons une partie relative au développement substance par substance et je pense que cela sera intéressant à me présenter. Dans la troisième et dernière partie, je présenterai également ce que j'appelle une plongée en profondeur. Et par cela, je signifie les questions qui ont été examinées par nos collègues du département de l'analyse. Ces derniers se sont penchés sur une série de questions et je présenterai les points essentiels en la matière. Tout d'abord, je vais parler des développements généraux et ce sont là des chiffres que nous avons recueillis jour après jour et ce sont les chiffres relatifs au nombre d'usagers de la drogue. 296 millions de personnes et nous avons également un nombre qui est ventilé selon les drogues. Donc en 2021, 296 millions de personnes. En 2021, 39,5 millions de personnes. Donc il y avait une augmentation de 23% sur 10 ans en 2021, une augmentation de 45% en 2021 sur 10 ans. Ce sont des chiffres importants. Il faut également se rappeler la chose suivante. Il s'agit de chiffres dans l'absolu. Si vous examinez les pourcentages, vous verrez que le pourcentage a augmenté, mais ce n'a pas augmenté comme nous le voyons à l'écran parce que la population mondiale a augmenté en elle-même et par conséquent, comme vous le voyez, nous voyons comment le nombre a augmenté en raison de l'augmentation de la population mondiale. Et par conséquent, la réalité n'est pas conforme à ces pourcentages. Et nous voyons qu'au cours de l'année ou des années écoulées, le cannabis était la drogue la plus utilisée et les opioïdes représentaient représentent le principal motif des troubles en matière d'usage de substances. Nous avons également une prévention oui, et un traitement. Et donc, nous avons un usage. Donc, une personne sur 5 est en traitement. Je ne sais pas ce qu'il en est en ce qui vous concerne, mais lorsque j'ai lu ces chiffres, je me suis dit, c'est extraordinaire. Si vous vous souvenez de ma présentation de l'année dernière, où les chiffres qui avaient été présentés dans le passé, on parlait de 1,8 ou de 1,7. Mais si vous pensez que nous avons passé de 1 sur 7 ou 8 à 1 sur 5 avec une augmentation des personnes qui souffrent de troubles liés à l'usage, j'ai dit à mes collègues, c'est une excellente nouvelle. Et après, on m'a dit, attends, arrête. On m'a dit qu'il y avait un changement au niveau de la méthodologie, ce qui change les évaluations. Et par conséquent, nous ne pouvons pas comparer les chiffres par le passé. Et il s'agit là d'une meilleure estimation du nombre de personnes en traitement. Avec uniquement 20% de personnes qui ont vraiment besoin de traitement et qui sont traitées. Donc, c'était là l'enthousiasme ressenti en matière de prévalence. Et à gauche, nous avons également une même représentation des données
concernant les personnes qui utilisent la drogue et les personnes qui souffrent de troubles liés à l'usage de la drogue. Et si vous avez des données concernant les femmes qui euh, sont consommatrices de drogue, et vous voyez, moins de femmes que d'hommes utilisent les opioïdes et la cocaïne. La plupart utilisent du cannabis et des substances de type ecstasy, puis les amphétamines et également les opioïdes à usage non médical. Vous voyez plus d'utilisation auprès des femmes que chez les hommes pour ce qui est de ce genre de drogue. Et les collègues n'ont pas consacré un chapitre spécial aux femmes, mais il y aura toujours une analyse des femmes et des hommes. Et je pense aussi que c'est une bonne façon de faire. Donc, c'était là un aperçu du problème mondial des drogues. Et vous voyez en couleur les différents types d'usages. Passons en revue très vite ces couleurs. Je pense que cela nous donne un bon résumé, à commencer par l'Amérique du Nord. Et vous savez que malheureusement, on a des cas d'overdose aux opioïdes élevés, également une utilisation poussée de cocaïne et d'amphétamine. Ensuite, nous passons en Amérique latine. Nous avons des problèmes liés à la fabrication, les méthamphétamines, les opioïdes, le trafic de cocaïne, de production de cocaïne, alors que nous passons plus au sud. Donc, nous avons un continent qui est dominé par l'utilisation de la cocaïne. Je passe à l'Europe. En Europe, nous avons un marché en expansion pour les opioïdes, avec également une utilisation des amphétamines. En Afrique, nous avons un usage non médical du tramadol et également un trafic croissant de la cocaïne. En Afrique de l'Est, nous avons un usage de l'héroïne avec le trafic, le transit et une haute prévalence du VIH auprès des usagers des drogues injectables. On trouve cela en Afrique du Sud, avec également une utilisation des drogues synthétiques, également un trafic d'héroïne et de cocaïne est noté. Je passe au Moyen-Orient et nous voyons qu'il y a beaucoup de trafic et d'usage de captagones, d'amphétamines. En Europe de l'Est, en Asie centrale, nous avons une production d'opioïdes, un trafic, un usage d'opioïdes, une augmentation également du trafic et de l'utilisation des opioïdes, et cela donne également un haut taux de prévalence du VIH auprès des personnes concernées. C'est un problème aussi avec l'utilisation dans la zone autour de la Russie, et avec une augmentation aussi des marchés de la drogue. Je passe à des zones plus éloignées en Asie, avec une haute prévalence des opioïdes, également une augmentation de l'usage d'amphétamines en Asie du Sud, en Asie de l'Est, avec la fabrication des méthamphétamines, accompagnée aussi avec de larges parts de marché en Asie de l'Est, cocaïne, usage de la cocaïne en Espagne. Donc, c'est là un excellent résumé. Nous avons de nouvelles tendances dont nombreuses sont connues, mais je pense que cela nous donne une idée des défis que nous rencontrons ensemble. Regardons ce qu'il y en est en matière de fardeau mondial
de l'utilisation pour l'usage également des drogues injectables. Cela est lié au poids de la maladie et cela est très lié à l'injection. 31,1 millions de 13,2 millions de personnes s'injectent la drogue, donc ce sont des chiffres de 2021, mais je sais aussi que le pourcentage des personnes qui s'injectent les drogues ont augmenté en nombre en raison de la nouvelle méthodologie en matière de calcul des personnes qui s'injectent la drogue. Et ici, au moins une personne sur 8 ou 1,6 million de personnes qui s'injectent la drogue vivent avec le VIH. Et ici, vous voyez ce que je mentionnais. En termes d'analyse, nous avons une indication claire qui montre que les hommes s'injectent les drogues 5 fois plus que les femmes, mais les femmes qui s'injectent les drogues sont plus nombreuses de 1,2 fois à vivre avec le VIH. Donc, nous voyons un fort fardeau de la maladie. Nous avons aussi des cas d'overdose. Cela n'est pas mentionné ici pour une raison ou pour une autre. Et ici, nous avons également une diapositive relative aux valeurs du traitement. Donc, les femmes continuent à être sous-représentées en matière de traitement parce que seulement une personne sur 5 qui souffre de troubles liés à l'usage des drogues suit un traitement. Donc, nous avons ici le nombre de personnes qui utilisent des méthamphétamines et qui sont en traitement. Nous voyons aussi qu'il y a plus de femmes qui utilisent les méthamphétamines, mais qui n'ont pas autant recours au traitement. En matière de traitement aussi, nous avons le cannabis et les opioïdes. Ce sont les deux drogues principales chez les personnes qui sont en traitement. Et aussi, les méthamphétamines sont dominées en Asie, ou sont dominantes, pardon, en Asie et en Afrique. Et nous verrons aussi qu'il y a une analyse de la pandémie et cela montre combien cela a rendu les choses plus difficiles. Un groupe important qu'il ne faut pas oublier concerne les jeunes pour deux raisons. D'abord, dans certains pays, la majorité de la population est jeune dans nombre de pays. Et nous savons aussi que les jeunes sont vulnérables à l'utilisation des drogues et aux troubles liés aux drogues. Et nous savons que lorsque les personnes sont plus jeunes à utiliser les drogues, plus les personnes sont propices à développer des troubles associés à cet usage. Et nous voyons ici comment dans toutes les régions, les jeunes qui sont en rouge, ou représentés en rouge, ont une prévalence qui est aussi élevée, sinon plus élevée de 2 ou 3 fois en comparaison avec la population en général. Et dans d'autres pays, un pourcentage important des personnes en traitement porte sur les personnes âgées de moins de 25 ans. Et il ne faut pas oublier que les jeunes représentent aussi la catégorie des adolescents. Et nous avons ici un grand fossé en matière de traitement. Pourquoi? Parce que
car les options disponibles pour le traitement sont aussi différentes et cela a des implications non seulement en matière de traitement, mais également en matière de prévention. Enfin, et en ce qui concerne le fait de s'éloigner de l'usage pour passer au traitement, nous avons une question très importante. Un système a été créé pour protéger les personnes de la dépendance et de tout ce qui est associé à l'utilisation des drogues, mais également pour vérifier que les médicaments sous contrôle qui sont nécessaires sont disponibles aux patients. Et bien sûr, cela inclut les opioïdes. La L'image que l'on voit ici n'est pas très différente de ce qui avait été mentionné plus tôt. Et l'ONUDC a commencé à examiner cette question au cours des dernières 10 à 15 années. Nous avons vu qu'il y a une forte inégalité en matière d'accès en comparaison avec les pays à faible revenu et les pays à haut revenu. Avec mauvais accès aux médicaments sous contrôle. Vous voyez ici dans cette diapositive une augmentation infime. Cela n'est pas nécessairement une mauvaise chose, car dans certains pays, on a des cas de surprescription et cela a entraîné des problèmes. Nous voyons aussi une augmentation minuscule en matière d'accès dans les pays à faible revenu. Et j'espère que les efforts seront fournis pour remédier à cette situation d'inégalité. Voilà. J'espère que vous me suivez bien. Je ne peux pas vous voir et par conséquent, c'est très difficile pour moi de comprendre ou de savoir si vous êtes endormi ou si vous avez quitté votre écran pour aller boire un café. Donc voilà, les développements substance par substance. Alors, la cocaïne et la cocaïne, nous avons une augmentation de la demande et de l'offre. Et ici, nous voit comment la culture des cocaïers a atteint des chiffres records. De même, nous avons des taux de prévalence qui y augmentent et nous avons aussi des indications relatives au marché de la cocaïne qui a assisté à une augmentation forte en Afrique, en Asie. En 2015, par exemple, nous avons des indicateurs relatifs à la consommation, la saisie, et en rouge, nous avons le degré de pureté de la cocaïne en Europe de l'Ouest et en Europe centrale, et tous les indicateurs sont en augmentation et ce sont des données aux États-Unis. Et nous avons ici une augmentation au niveau des indicateurs. Pour ce qui est de l'usage des méthamphétamines, nous voyons aussi que l'usage est élevé en Asie
sud-est et dans d'autres régions aussi. Sur le diagramme 21, vous voyez une domination au niveau du marché qui est représenté par l'Amérique du Nord et par l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Donc aussi pour les méthamphétamines, Afghanistan qui devient un producteur et nous avons des indications relatives aux routes de trafic qui s'étendent jusqu'à l'Océanie, l'Europe et d'autres régions. Et nous avons de nouveaux laboratoires clandestins pour la production de la méthamphétamine en Asie du Sud-Ouest, en Asie du Sud, en Afrique. Et aussi, nous avons un passage vers les marchés plus traditionnels des opioïdes, des opiacés, avec un marché qui change. L'utilisation des opioïdes se poursuit. C'est ce que l'on peut voir au niveau de cette diapositive, avec une domination représentée par l'Asie, avec un plus grand nombre d'usagers en Asie. Et nous avons aussi un problème en Asie de l'Ouest et centrale avec l'usage du tramadol, qui est une substance sous contrôle. Et nous connaissons la crise des opioïdes en Amérique du Nord avec les analogues, les amphétamines. Et 86% des cas sont enregistrés au Canada. Donc ça, c'est les cas d'overdose, en utilisant les opioïdes. Ensuite, nous voyons qu'aux États-Unis, plus de 80 000 décès par overdose d'opioïdes a été enregistré aux États-Unis en 2021. Et les opioïdes synthétiques, notamment la fentanyl, est responsable pour la plupart des décès. Nous avons un nombre plus grand de personnes qui ont recours au traitement pour les troubles liés à l'utilisation du tramadol dans différentes régions. Les collègues se sont penchés sur d'autres types de substances. Ici, nous avons des données sur la kétamine qui est prévalente en Asie de l'Est et de l'Asie du Sud-Est. Donc, ce n'est pas un médicament sous contrôle. C'est un médicament qui est utilisé pour l'anesthésie en médecine vétérinaire. Et nous avons des signes de trafiquants qui promeuvent la kétamine à travers des mélanges avec d'autres ingrédients inconnus qui ciblent le marché illicite. Et la kétamine pourrait devenir une drogue essentielle pour certains groupes, surtout, comme je l'ai dit, en Asie de l'Est et du Sud-Est, où la kétamine a été saisie selon les sous-régions. Donc, vous voyez la répartition des quantités de kétamine et de phencyclidine ou de substances de type phencyclidine. L'utilisation chronique est associée à des troubles somatiques et cognitifs. Et nous voyons que la fabrication s'est étendue en Europe, en Asie de l'Ouest, en Océanie. Lorsque nous réfléchissons à ces drogues synthétiques, nous voyons que l'analyse des collègues est très intéressante. Je vous encourage à en prendre connaissance dans le manuel. Ce que les collègues ont fait, c'est qu'ils ont examiné la chaîne d'approvisionnement des substances végétales ou à base de plantes et ils se sont penchés également sur les drogues synthétiques. Avec une comparaison entre les deux, contrairement aux drogues végétales, ces
substances synthétiques ont besoin d'intrants chimiques bon marché, peuvent être obtenus de manière facile. Les drogues synthétiques n'ont pas de géographie fixe ou de temps de production, et ont des temps de production plus courts. Et vous voyez aussi comment la chaîne d'approvisionnement des médicaments ou des drogues synthétiques se fait en comparaison avec des drogues basées ou à base végétale. Nous pouvons parler de chaîne d'approvisionnement agile, donc une chaîne qui est facilement adaptable aux restrictions sur le marché. Je pense aussi que cela a marqué un temps d'arrêt en raison de la Covid. Mais ici, nous voyons que les chiffres augmentent à nouveau avec une augmentation du nombre de ces substances sur le marché pour la première fois après un certain temps, surtout pour ce qui est des cannabinoïdes et des opioïdes synthétiques. Dans certaines régions, il ne s'agit pas uniquement du nombre de substances qui a augmenté, mais nous avons aussi des indications claires qui montrent un usage significatif en Asie de l'Est, en Europe. Cela représente un motif de préoccupation, bien entendu, et on sait très peu de choses sur les dangers, notamment en termes de décès. Nous devons également nous rappeler que il faut s'atteler à la question. Nous pouvons faire beaucoup si on agit de manière proactive. Donc, il faut faire quelque chose. Enfin, combien de temps me reste-t-il? Je pense qu'il me reste à peu près 10 minutes. Ce que j'ai fait, c'est une plongée profonde dans certaines questions, comme je l'ai dit. Certains points ont déjà été mentionnés. C'est une photo assez innovante du trafic mondial avec les données que je vous ai présentées qui sont disponibles en ligne et qui sont adaptables. Ici, vous pouvez avoir une utilisation très petite de cocaïne. Vous cliquez là-dessus et vous aurez un graphe, puis vous aurez un message principal concernant ce que le graphe montre. Mettons que vous êtes intéressé uniquement à la région des États-Unis. Donc, vous avez les données uniquement pour les États-Unis et vous voyez ce que la situation ou qu'est-ce qui est ou ce que la situation est. Donc, il faut avoir où nous avons plus de 90 indicateurs sur l'utilisation, sur la saisie, la production. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux présenter en profondeur, mais je vous demande de chercher sur Google le rapport mondial sur les drogues et vous aurez immédiatement accès aux segments qui vous concernent. Donc, je pense que les collègues ont fait un très bon travail, mais ils ont également examiné toutes les nouvelles questions relatives aux drogues. J'avais parlé de ou présenté certaines, telles que les drogues synthétiques.
D'abord, ils se sont penchés sur le cadre médical de certaines drogues, notamment le cannabis à base d'herbes. Et les collègues ont montré les variations au niveau du cadre législatif, du plus solide au moins solide. Et en toile de fond, nous avons la question de l'efficacité d'utilisation du cannabis pour les problèmes cardiaques. Alors, les résultats restent modérés, insuffisants ou non concluants. Et je vous invite à examiner la situation dans les pays qui ont des dispositions dans leur loi nationale et dans leur politique pour ce qui est de l'utilisation du cannabis pour un traitement médical. Un autre point, avec le développement et l'utilisation des médicaments sous contrôle, vous savez que les matières psychédéliques sont intéressantes en matière de traitement des problèmes de santé mentale. Et nous avons des développements en matière de politique relative aux substances psychédéliques. Donc, nous avons aussi des indications relatives aux procès en cours, à de grands procès en cours qui nous apporteront des réponses pour voir ce qu'il en est de l'utilisation du LSD, l'utilisation non médicale du LSD, du MDMA, et pour voir aussi si cette utilisation est efficace pour le traitement des problèmes de santé mentale. Il y a également aussi des arguments liés à un aspect traditionnel et à un aspect culturel. Également l'automédication. Et nous avons aussi une utilisation en microdose pour des questions de spiritualité, pour que les personnes ressentent un bien-être. Mais l'usage n'est pas réglementé du tout. Et par conséquent, prioriser la santé publique représente un défi réel avec l'intérêt en matière de développement des nouveaux marchés de la drogue. Et bien entendu, dans le même temps, nous avons toujours cette perception qui dit chez certaines personnes que l'utilisation des substances est sans danger parce qu'il y a des expériences spirituelles avec l'utilisation non supervisée de ce genre de substances. Donc, c'est là une question très intéressante qui a été traitée par les collègues. Une autre question concerne une population très vulnérable, à savoir le fait qu'il y a eu plus de 100 millions de personnes déplacées en raison d'urgences humanitaires en 2022. Et la majorité de ces personnes se retrouvent dans des pays à revenus faibles et moyens. Et donc, cela ajoute un niveau de vulnérabilité par rapport à l'utilisation des substances dans un contexte où la disponibilité des services de santé mentale reste un défi. Ce chapitre est très intéressant parce qu'il essaie de résumer les niveaux d'utilisation des substances et les
troubles également associés à l'utilisation. Donc, l'image n'est toujours pas très claire et dans certains cas, nous avons des taux plus faibles en matière de troubles associés à l'utilisation. Dans d'autres cas, nous avons des troubles plus élevés. Dans d'autres cas, nous avons des personnes déplacées qui ont leur propre mode d'utilisation ou tendance d'utilisation, et puis des personnes aussi qui reprennent l'utilisation dans les populations hautes selon la disponibilité de la substance recherchée. Et ici, nous avons en commun le niveau élevé de vulnérabilité. Et je pense que vous savez tous que nous nous efforçons tous de traiter cette situation. Nous avons développé des outils pour régler le problème de la vulnérabilité auprès de certains groupes et certaines familles. Et nous essayons de développer des outils appropriés pour traiter les troubles associés à l'usage de substances dans le cadre de nos interventions liées à la santé mentale. Donc voici pour ce qui est du contexte humanitaire, un chapitre sur lequel je m'appesantirai pas beaucoup car il ne représente pas mon domaine d'expertise, mais je pense qu'il vous intéressant. C'est un chapitre qui porte sur les économies des drogues illicites et comment l'économie des drogues illicites accélère d'autres marchés illicites. Également une analyse du bassin de l'Amazone, comme vous le voyez dans ces deux photos. Vous voyez comment la culture de la drogue, le trafic, les crimes environnementaux et les crimes relatifs augmentent dans le bassin de l'Amazone et sont liés les uns aux autres et sont également associés à l'abondance des ressources naturelles, à la corruption, au caractère informel, à l'inégalité et au taux élevé de chômage. Je vous invite à lire ce chapitre qui est absolument fascinant et il décrit des questions très complexes qu'il me sera très difficile de résumer très vite. J'avais aussi mentionné dans l'une de mes premières diapositives comment l'accès au traitement a été influencé par la pandémie de la COVID. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour beaucoup d'entre nous, la COVID a représenté un défi réel et nos collègues du département d'analyse a fait un excellent travail pour poursuivre son étude de ce qui s'est passé et de ce qui se passe dans le sillon de la pandémie avec une augmentation du traitement pour utilisation de la drogue. Autre chose qui a été relevée, comme vous voyez dans cette belle diapositive, c'est que la pandémie a également entraîné des innovations en matière de traitement telles que la télémédecine, les doses prises à la maison. Et cela permet d'améliorer l'accès durant des pandémies pour certaines catégories. Et maintenant que la pandémie est finie, ce qui importe, c'est de faire le suivi nécessaire avec un bon contrôle et une bonne évaluation, car c'est une chose de recourir à la télémédecine et à des doses qui sont prises à la maison au cours d'une situation de crise comme la pandémie. Mais nous voyons aussi que cela n'augmente pas les risques, mais il ne faut pas encourager le détournement. Il faut que l'on
accorde un traitement efficace à la population qui en a besoin et de ne pas recourir à la façon la moins chère de traiter. Alors, c'était tout. Je vais m'en tenir là. Je vous remercie d'être resté avec moi pour écouter cette foule d'informations fort importantes. Et ici, je voudrais encore une fois remercier mes collègues pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait. Je les remercie pour ce travail qui est extraordinaire de par sa richesse et c'est un travail qui nous donne plus de connaissances, des connaissances qui doivent guider nos efforts pour le bien-être des personnes autour du monde. Je pense que j'ai bien respecté le temps qui m'a été imparti. On a le temps de prendre quelques questions. Oui, absolument. Merci beaucoup. Je vais passer directement, ou nous allons passer directement aux questions. La première question est une très bonne question, Giovanna. Vous avez reçu beaucoup de compliments dans la boîte de chat. Une excellente présentation. Merci beaucoup. Vous me voyez rougir, dit Giovanna. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont écouté. Quelqu'un dit il n'y a pas de données relatives à l'utilisation de l'alcool. Est-ce que cela veut dire que l'usage de l'alcool a diminué? Ah, c'est une très bonne question, dit Giovanna. C'est quelque chose que je voulais mentionner. Le rapport mondial sur la drogue ne mentionne pas l'alcool. C'est pourquoi vous n'avez pas vu de données relatives. Mais la semaine dernière, j'ai participé au forum sur l'alcool, les drogues et les addictions et on avait mentionné la question. Mais aujourd'hui, malheureusement, je me rappelle pas les données de manière exacte, mais je me souviens des données relatives à l'usage au cours de l'année dernière. Alors, les chiffres attribués à l'alcool sont plus élevés de manière significative en comparaison avec les chiffres liés à la drogue. Mes collègues ont fait une très bonne analyse et l'utilisation des drogues représente un indicateur important. Les pays membres au forum se sont engagés à réduire la prévalence de l'usage des drogues avec une analyse initiale présentée et qui n'est pas encore publiée. Et par conséquent, je ne peux pas parler des données, mais les pays membres ont mentionné une réduction au niveau de certains indicateurs seulement. Donc, le chiffre n'a pas diminué, il est beaucoup plus élevé aussi que les indicateurs relatifs aux drogues. Comme je vous l'ai dit, j'ai des données, mais malheureusement, je ne peux pas en parler comme elles sont encore diffusées. J'avais promis de les garder confidentielles, mais je vous invite aussi à visiter le site web de l'équipe sur les usages d'alcool ou sur l'usage de l'alcool. Merci pour une excellente question. Merci. Alors, une autre question concernant la situation dans les Caraïbes, concernant les opioïdes, les amphétamines et les drogues synthétiques. Ah, c'est une question très difficile, dit Giovanna. J'ai examiné l'image générale et donc je demande aux participants de consulter les données en ligne que j'avais mentionnées parce qu'il y aura un endroit qui est dédié aux données sur les Caraïbes. Et vous verrez ce qui est disponible. Les manuels sont aussi disponibles et assez utiles.
mais je ne vais pas être plus spécifique que ce que j'ai présenté. Je promets de présenter une meilleure analyse l'année prochaine par sous-région. Parfait. Vous avez également parlé des traitements. Vous avez dit aussi qu'il y a des outils, il y a aussi des biais. En fait, je parlais des femmes qui utilisent les drogues. Je vais mentionner dans la boîte de chat, une fois que j'ai fini mon intervention, notre page web. Il y a un document, où il y a 3 documents essentiels. D'abord, les normes de traitement qui sont toujours générales avec une section spécifique. Ensuite, nous avons les lignes directrices qui ont été publiées avec également une répartition par groupe qui est très importante et nous voyons comment les troubles sont traités de manière rapide. Et c'est là une opportunité pour tous, pour la santé notamment des mères et des enfants. Ensuite, nous avons des lignes directrices sur la prévention et le traitement des femmes ou pour les femmes. Joanna, Olivia aussi pourraient mentionner des informations dans le chat parce que nous avons un programme de formation à l'intention des prestataires de services pour les femmes qui souffrent de troubles liés aux substances. Et c'est là aussi une ressource très importante. Je demanderai à mes partenaires de me pardonner si j'ai oublié de mentionner des outils importants, mais je suis là ou nous sommes là pour ça. Si quelqu'un connaît un outil plus important, je vous demande de mentionner dans la boîte de chat pour le bénéfice de tous. Merci. Une autre question. Savez-vous pourquoi il y a un pourcentage aussi élevé de personnes sous traitement, donc 64% en Amérique latine? Je ne sais pas, dit Giovanna. Je pense qu'une partie de la réponse tient au profil de la population, ou concerne le profil de la population. Mais j'ai également été stupéfaite de lire le nombre ou le pourcentage de personnes sous traitement et qui sont tellement jeunes, 42% en Amérique latine, en comparaison avec d'autres pays. Dans tous les pays, nous avons vu comment les jeunes, c'est une majorité à utiliser les drogues. Et nous avons besoin d'un traitement. Mais ce que j'avais mentionné relève plus de la spéculation. Merci. Avez-vous également, ou avons-nous également des chiffres et des types liés aux différents traitements selon les substances? Alors, la personne qui a posé sa question aura mon amour pour toujours. J'ai tellement travaillé sur cela. Nous avons des chiffres au moins. Et pour ce qui est de la prévention, cela est important. Les objectifs de développement durable ont été approuvés par les pays membres et on avait parlé du renforcement de la prévention et du traitement. Et je m'étais battue pour avoir la prévention qui soit couverte comme indicateur. Et ce n'est pas facile de calculer la couverture de la prévention parce que, de par sa nature, la prévention est liée à plusieurs contextes, à plusieurs âges, à plusieurs niveaux de risque et il devient très difficile de voir comment
Tout un chacun doit être couvert et à quel niveau? Donc, je donne une réponse courte. La réponse courte est non. Nous n'avons pas ce genre de choses. Et j'ai fait une même présentation auprès de l'OMS. Il y a des personnes qui m'ont dit on peut faire ceci et cela, mais essayons de réfléchir tous ensemble. S'il n'y a pas de couverture, il faut faire quelque chose là-dessus. Mais on ne peut pas dire, regardez, nous couvrons seulement 1% des personnes que nous devons couvrir. Et si nous le faisons, nous ouvrirons à grand la voie à des accusations, car si nous ne pouvons pas couvrir ces personnes, comment pouvons-nous être efficaces? Mais nous pouvons faire cela si nous n'avons pas des informations. Je ne sais pas si vous avez des idées. Si vous avez des idées, essayons de continuer à travailler ensemble pour travailler au niveau de la prévention et du traitement aussi. Merci beaucoup. Le temps passe tellement vite, dit Radolphe. Nous devons clore la séance de questions-réponses. Giovanna, merci beaucoup, Giovanna. Je pourrais aussi répondre à d'autres questions qui n'ont pas trouvé de réponse par mail. Radolphe, aucun souci. Nous allons essayer de rassembler les questions qui ont été posées. Nous pouvons vous les envoyer par courriel. Parfait. Nous pouvons aussi diriger les personnes qui souhaitent penser sur la recherche et nous pouvons leur donner le nom du site. Radolphe, merci. Giovanna, merci beaucoup pour cette discussion riche, intéressante, comme toujours. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous en ligne. Cela nous amène à la fin de ce webinaire. Vous allez recevoir un email dans les heures qui suivent avec les certificats de présence. Et si vous n'avez pas été sur le site, je vous invite à le faire pour avoir plus d'informations sur le travail que les SUIP a fait. Et n'oubliez pas de mettre un cœur et de vous abonner. Je remercie Giovanna, notre intervenante. Merci à vous de votre présence. Bonne fin de journée. Merci, dit Giovanna. Merci beaucoup.